Merveilleux. Et ben, écoutez, merci à tous d'être là aujourd'hui. On est ravis de pouvoir vous accueillir sur le sujet de la vente partenariale avec Nicolas. On va commencer, c'est hyper étonnant, pas classique du tout, mais par se présenter peut-être chacun, Nico. Et après, je ferai juste une petite accroche sur l'intérêt de la vente partenariale sans rentrer dans un truc très conceptuel, mais en vous donnant, un exemple. On se définira le sujet de la vente partenariale en 1 minute, 2 minutes et après on ira plus sur la méthode sur laquelle toi tu as travaillé, que tu as formalisé, Nicolas. Mais je te laisse te présenter, je ferai pareil juste après. Allez, bah go, bah du coup, c'est Nicolas, je vis à Biarritz, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, ça occupe pas mal de mes journées et j'ai fait à peu près 15 ans de vente, B2B et depuis 1 an, je suis en freelance pour accompagner des boîtes et notamment, faire, du coaching avec François, avec Akimbo. Voilà, et petit fun fact, je fais, beaucoup de surf et de beach volley, sur la côte basque. Voilà pour une petite présentation. À ton tour, François. Ouais, donc si vous, passez dans la région, n'hésitez pas à envoyer un message à Nicolas pour un petit Très match. bien accueilli, très bien accueilli. Moi, je m'appelle François, donc je suis un des 2 cofondateurs d'Akimbo qu'on a créé il y a 5 ans. Akimbo, c'est la première agence d'accélération commerciale B2B. Globalement, on aide des sociétés à faire plus et mieux en vente en activant des leviers qu'elles n'ont pas le temps, pas la ressource, pas l'expertise nécessairement d'activer, pardon. Et on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 250 sociétés, des grosses scale-up comme OVH Cloud, Uber, des sociétés plus legacy comme Veolia, et puis beaucoup de startups PME qui sont entre 50 et 300 personnes. Mon rôle ici, alors je fais peu d'accompagnement client, c'est-à-dire je suis peu en mission, mais je supervise en revanche tous les coachs qui, eux, sont en mission, chez nous et je travaille pas mal sur, l'offre justement et le contenu. Donc ce qui explique que je sois sur un événement de ce type, avec, justement quelqu'un qui a formalisé une méthode, on va dire maintenant sur, la vente partenariale. Avant qu'on démarre, on va pas pouvoir faire un tour de table pour que chacun se présente, mais, on a été chaud de vous poser 3 questions. Je commence par la première qui est, votre rôle. Ça nous intéresse de savoir un peu dans quelle catégorie vous rentrez. Hem, on a mis, directeur commercial, responsable commercial ou commercial, c'est pareil pour nous, hein. Vous embêtez pas avec le sujet directeur. OK. OK, on est pas mal sur du directeur commercial et entrepreneur. Parfait. Tac. On avait une deuxième question, c'est aussi donc pas mal directeur commercial entrepreneur, OK. Et c'est la deuxième question, c'est sur le stade où vous en êtes aujourd'hui sur la vente partenariale. Vous êtes au tout début et vous réfléchissez à lancer les premiers partenariats. Vous avez déjà un premier cercle de partenaires, mais qui est pas hyper, formalisé et scalé, ou, vous avez déjà un réseau assez dense de partenaires et vous êtes, plutôt mature et avancé sur le sujet? OK, donc c'est essentiellement, des gens qui ont des premiers partenaires ou alors qui sont au tout début, peu de gens qui sont à un stade, très avancé sur les partenariats. Merveilleux. Hem, des gens qui n'ont pas répondu, mais bon, on considérera qu'il y a toujours des sans vote. Hem Forcément. et tac et non, sur le secteur d'activité, alors je crois que la question n'est pas actionnable. Bon, écoutez, on va passer sur la question du secteur d'activité, on va faire 100. C'était surtout les 2 premières qui étaient intéressantes. Ah si, pardon, tu as repu les questions. Merveilleux, merci. Et donc ouais, dernière chose, c'est, le secteur dans lequel vous êtes en majorité. Donc éditeur logiciel, cyber et cetera. Je vous laisse choisir la meilleure option. Donc pour l'instant, si on résume, on est sur population entrepreneurs et directeurs commerciaux, plutôt au tout début ou un peu avancé sur le sujet de la vente partenariale. Et sur les secteurs pour l'instant, secteur ça va être plus diffus. Avec, j'ai l'impression, une composante de tech qui est pas négligeable. Hem, ouais, bon, on essaiera d'aborder un peu les 2 versants tech et services, parce qu'il y a des légères différences dans les partenariats entre ces 2 modèles-là, qui ont souvent des business models qui sont différents,
typiquement plus de récurrence sur de la tech que sur du service, enfin, qui fonctionne moins sur un modèle d'abonnement. OK, je crois qu'on est bon. Il y a toujours des gens qui ne votent pas, mais on accepte les votes blancs. Sur ce, comme je vous disais, on était chaud avec Nicolas d'introduire le sujet, non pas, en faisant un grand exposé théorique sur la vente partenariale, mais peut-être donner un exemple. J'imagine qu'il y en a un certain nombre ici qui, donc ont une fonction commerciale, en ont eu une et qui ont été amenés à utiliser une solution de VoIP. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'un gros exemple, qu'on a en France de réussite dans la vente partenariale, c'est Aircall, dont je pense certains ici, ont déjà entendu parler, soit encore une fois comme utilisateur, comme commercial, soit tout simplement par intérêt pour l'écosystème tech, français. En fait, il faut savoir que la croissance d'Aircall qui aujourd'hui a dépassé les 150 millions d'ARR a certes été, beaucoup alimenté historiquement par, le département, inbound ou le département, outbound, mais que la vente partenariale a pris une importance qui était, grandissante pour Aircall. Et en fait, ça en est devenu un facteur clé de succès de la boîte. Et je pense que c'est un exemple assez intéressant de ce que la vente partenariale, peut vous apporter, pas seulement, parce que c'est une boîte qui a beaucoup grossi grâce à ça, mais parce qu'il y a un enseignement qui est venu, d'Aircall, c'est, en fait, faut voir la vente partenariale et je pense que tu vas en parler tout à l'heure, Nicolas, exactement comme, en fait, un funnel de vente qu'on pourrait avoir quand c'est de la vente en direct. Et en fait, Aircall l'a approché de cette manière-là, en ayant des gens dans le département partenariat qui étaient pour certains d'entre eux, des commerciaux et pas des gens qui voulaient faire que de la vente partenariale et qui ont eu une approche extrêmement pragmatique et commerciale du partenariat, en commençant petit, en établissant des relations d'intuitu personné extrêmement forts avec deux trois personnes pour démarrer et en grossissant à partir de, ces deux trois partenaires initiaux par, responsable des partenariats, hem et avec une approche, très, très humaine, et des points de contact avec le partenaire, hebdomadaire. Et ils ont réussi, en ayant cette approche-là pourtant très humaine au début, à scaler, aujourd'hui, et à en faire, si je dis pas de bêtises, toujours la deuxième source, de revenus, pour Aircall. Donc ce qui montre bien que non seulement on peut avoir une approche très humaine, au début, mais qu'on peut arriver à scaler ces approches jusqu'à un stade, 150 millions d'ARR qui est pas encore Microsoft, mais qui est quand même une belle réussite. Sur ce, je passe sur, ce que nous on entend par la vente partenariale. Après, je te passerai la main, Nicolas, pour parler des 7 étapes, hem, qui sont un peu ton référentiel sur la vente partenariale. Hem, on va parler de ces 7 étapes et après on fera des mises en situation. Donc on proposera à certains qui sont connectés de venir on stage nous retrouver. Hem, voilà, et si vous ne voulez pas mettre votre caméra, rassurez-vous, parce que vous n'êtes pas dans votre meilleur appareil aujourd'hui, il y a pas de problème. Mais on vous proposera de monter on stage pour, nous expliquer un challenge que vous rencontrez sur le monde partenarial et voir justement comment on peut adapter, ce référentiel, ou une partie de ce référentiel à votre situation. Pour faire très simple, ce qu'on va entendre par vente partenariale, parce que les partenariats, c'est un sujet assez large dans lequel on peut inclure des partenariats de technologie, des partenariats d'échange de visibilité croisée, et cetera, et cetera. Bon, les partenariats au sens large, ça peut inclure beaucoup de choses. Nous, on se focus sur ce qu'on a appelé la vente partenariale. La vente partenariale, c'est la vente par un intermédiaire qui distribue votre solution, que ce soit du software, du service, un produit physique. C'est une vente par intermédiaire qui distribue la solution à votre client final. C'est ça qu'on va appeler la vente partenariale. Et donc vous, votre rôle, c'est évidemment de constituer, d'animer ce réseau de partenaires qui doit in fine, distribuer au client final. Que vous soyez dans un modèle de marque blanche complet, où en fait, le client final ne verra jamais, le nom, la marque de votre solution, ou vous soyez dans un modèle, beaucoup moins intégré, et où en revanche, il voit évidemment, votre marque, et votre solution en direct. Prends pas plus de temps sur la vente partenariale parce que je pense que, la définition n'est pas trop complexe et que tout le monde avait, un peu ça en tête. Et ce que je te propose, Nicolas, c'est que, on bascule sur, toi, c'est 7 principes que tu as formalisés dans la vente partenariale, et ensuite on mettra ça en pratique. Bah, parfait, super. Merci pour l'intro et on y va, on va essayer de se prendre, ouais, un petit quart d'heure, on s'était dit, sur ces 7 principes, passer Exactement. étape par étape, en fait. L'idée, c'est d'avoir une sorte de framework qui vous permette de challenger, soit de démarrer du début ou soit de challenger certaines des étapes, heu, bah, de manière assez pragmatique. Heu, donc on y va évidemment, 1re étape, ça c'est en fait, c'est un framework qu'on utilise là quand on accompagne, nos clients, donc avec Akimbo sur, la refonte, définition ou simplement sur du coaching, formation sur la partie, vente partenariale
Et la première étape, évidemment, de bien penser à sa stratégie. Voilà. Ça paraît évident, mais en fait, c'est hyper important. Et on va peut-être passer un petit peu de temps dessus parce que la stratégie de partenariat, de programme de partenariat ou de vente partenariat, elle est constituée de plusieurs choses. On a discuté ensemble, Françoise, sur déjà, est-ce que c'est fait pour moi? Tu vois, c'était la Ouais, première décision, ce qu'on était noté. En fait, on peut hésiter à se lancer dans le partenariat en se disant, bah, c'est pas forcément fait pour moi, c'est pas dans mon ADN, ou est-ce que mon industrie s'y prête? Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte. Sur l'industrie, on avait plutôt évoqué le fait que c'était voilà, il n'y avait pas vraiment d'industrie dans lequel on n'avait pas de vente partenariale. Il y a certaines industries dans lesquelles c'est quasiment obligé de passer par des partenaires. Euh, Moi, je pense à l'exemple que j'allais donner après dans la suite, c'est sur le CRM, c'est un marché hyper concurrentiel. Euh, sur l'inbound, l'outbound, c'est surchargé de monde. Et du coup, la vente partenariale était un canal pratiquement obligatoire, parce que sur un marché comme ça, vraiment surchargé, on est obligé un petit peu d'y aller. Donc ça, c'était un premier élément. Et ensuite, un deuxième élément dans la stratégie, c'est bien réfléchir à ses objectifs. En fait, il y a plein d'objectifs quand on lance potentiellement un programme de partenariat ou de la vente partenariale. Et du coup, bien se définir ses objectifs. Est-ce que je veux aller chercher plus de leads, des leads plus gros? Est-ce que je veux aller chercher un gros marché? Est-ce que je veux simplement de la visibilité de marque? Donc voilà, et essayer de définir très précisément quels vont être mes objectifs. Donc ça, c'était un peu un début, mais c'est hyper important. Et du coup, piocher dans ses objectifs pour ensuite décliner sa stratégie et du coup décliner qui vont être mes partenaires potentiels. On parle souvent de ICP, tu sais, Ideal Customer Profile, dans la vente. On peut décliner ce principe pareil sur des partenaires. C'est qui va être mon partenaire idéal en fonction des objectifs que je viens de me fixer. Donc je donne je reviens l'exemple. peut-être sur, pardon, excuse-moi, je reviens sur les 2 points dont tu commences à parler sur, est-ce que la vente partenariale est faite pour mon industrie? En effet, la conviction qui ressort, c'est, heu, à force d'accompagner les clients sur ce sujet-là, il y a des industries dans lesquelles, c'est un peu indispensable. Tu parlais de l'industrie, CRM, il y a une autre industrie sur laquelle, le vente partenariale est un peu un passage obligé qui est la cybersécurité, par exemple. À contrario, il y a des industries sur lesquelles c'est moins, normé, moins classique. Mais en revanche, on ne voit pas a priori d'industries dans lesquelles la vente partenariale ne peut pas se justifier. Après, c'est un choix de boîte de faire ou pas de la vente partenariale. Hem et la deuxième chose, c'est que par rapport à ce que tu disais sur les objectifs, je pense que c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on oublie un peu de dire: «Ah, on va lancer de la vente partenariale pour le principe d'avoir des partenaires, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on se dit que c'est un truc, intéressant». Mais il faut vraiment se dire, le partenariat, ça doit me permettre de faire des choses que je ne peux pas ou que je ne veux pas faire aujourd'hui. Typiquement, j'observe que dans mon cycle de vente, on a, 4 mois de délai de closing et que j'ai un panier moyen qui est à 20K et que j'ai une marge qui est à, même pas 10K. OK, bah, en fait, peut-être que le partenariat, je dois le concentrer sur des gros comptes sur lesquels j'arrive pas à aller aujourd'hui, et qui vont me permettre d'avoir un panier moyen qui est plus gros et un cycle de vente pas forcément 3 fois plus long, et qui vont me nourrir davantage en marge que, mon audience classique que j'arrive à adresser aujourd'hui. C'est ça, il faut bien définir quels sont les objectifs. L'objectif hyper classique, traditionnel, c'est qu'on veut tous plus de leads. Donc, on pense, tu sais, à ce terme de nearband, c'est une nouvelle source de leads, mais tu as des objectifs connexes. Et nous, par exemple, je te donne un exemple très concret chez nos CRM. Un des objectifs, c'était d'avoir un meilleur onboarding des personnes qui allaient utiliser notre plateforme grâce à un partenaire, parce qu'il y a un peu plus de support, un peu de service, etc. Et du coup, qui dit meilleur onboarding dit moins de churn, donc des gens qui restent plus longtemps. Et c'était un des objectifs pour nous de lancer le programme de partenariat. C'est d'avoir des clients qui restent plus longtemps, donc diminuer notre taux de churn. Ça peut paraître un peu un objectif secondaire, mais en fait, pour nous, c'était vraiment super important. Juste, moi, en fait, je vois pas le chat qui se charge pas de mon côté. Donc si jamais il y a des questions ou remarques, n'hésitez pas à les partager, Aminata ou Nicolas. Ok. Moi, je vois pas non plus. Enfin, j'ai des trucs dans le chat, mais je pense que j'ai reçu des premiers trucs. Si vous voulez nous mettre des petits coucous dans le chat pour vérifier qu'on reçoit les trucs, ça C'est pourra. toujours en train de laguer. Hem, mais vas-y, reprenons, je sais qu'Aminata est en train de checker ça. Hem, reprenons sur la partie stratégie. Ouais, partie stratégie, je disais juste, on peut définir aussi des partenaires, des partenariats types, c'est-à-dire, définir quel type de boîte vont être, les partenaires idéaux pour moi pour atteindre ces objectifs. Heu, donc ça va être, exactement comme en vente. On se définit une typologie, de boîte, de taille de boîte, de marché
qui vont m'aider à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Ça peut être m'aider à atteindre simplement des gens qui parlent à la même cible que moi, ça peut être des gens qui sont plus gros et qui vont m'aider à aller chercher des paniers moyens plus importants, etc. Donc en fait, on va décliner de nos objectifs des typologies de boîtes qu'on va vouloir avoir comme partenaire. Voilà, tout simplement. Et derrière, on va aussi réfléchir à la segmentation de son programme de partenariat, parce qu'on ne peut pas adresser tout le monde de la même manière. On le voit souvent, hein, c'est hyper classique, par exemple les partenariats HubSpot. On a, je ne sais plus combien ils ont de niveaux de partenaires intégrateurs. Donc, on ne va pas mettre une usine à gaz tout de suite, mais il faut se dire que tu as au moins 2 catégories. C'est tu as une catégorie de partenaires un peu pas premium, justement, qui vont être des partenaires bronze, souvent ça s'appelle comme ça, sur lesquels on fait un peu plus de volume, et une catégorie qui est un peu plus premium, sur lesquels on va passer plus de temps et qu'on va aller chercher peut-être un petit peu au début quand on lance son partenariat. Mais c'est bien de l'avoir tout de suite en tête. Et du coup, moi, j'invite souvent à réfléchir à ça, à ces segmentations un petit peu de partenaires. On ne va pas offrir les mêmes avantages, on ne va pas offrir le même niveau d'attention et le même niveau de support à ces 2 niveaux de partenaires. Bon, Ouais, et j'espère que pour c'est assez rentrer clair. dans ce sujet-là, sur les plus petits partenaires, donc est-ce qu'après, dans les structures peut-être un peu plus évoluées, tu considères comme étant tes partenaires niveau 3 ou bronze ou je sais pas, ou T-Rex ou ce que tu veux? On aime bien donner des noms d'animaux généralement. C'est des gens, par exemple, où tu as un modèle de partenariat très simple comme de l'affiliation, qui toi est très peu consommateur de ressources de ton côté, mais qui est quand même un niveau de partenariat parce que c'est des gens qui peuvent t'apporter du business. C'est sur quoi tu avais notamment travaillé, hein, de l'affiliation? Ouais, bah, tout à fait. En fait, au début, justement, on avait fait peut-être une petite erreur, chez nos CRM. On avait visé plutôt, des partenariats, type un peu plus premium, et en fait, on s'est rendu compte que ce qui marchait pour nous, dans de la vente assez transactionnelle, nos CRM, c'est un SaaS, voilà, qui est assez transactionnel avec un panier moyen, enfin une licence entre 30 et 40 euros. Donc c'est plus logique, en fait, de fonctionner sur de l'affiliation. Et l'affiliation, on va chercher quand même du partenaire. C'est du partenaire commercial, mais tout simplement, c'est plus des partenaires contenus. Ils mettent des liens d'affiliation et toi, tu génères de leads, en ligne via ces partenaires. Donc c'est vrai que c'est une stratégie sur laquelle on a rebasculé un peu après et qui s'est avérée, en fait, payante, et du coup, ce tiers de partenaires, fonctionnait très bien pour nous, ouais. OK. On va passer sur le deuxième point qui est onboarding interne, mais si je résume, ce qu'on vient de se dire sur la stratégie, c'est un les objectifs. Où est votre boîte aujourd'hui? Où est-ce qu'elle doit aller selon vous? Et en fait, quel est le rôle des partenariats qui peuvent jouer, que la vente partenariale peut jouer là-dedans? Donc ça, on va dire, c'est plus un objectif qualitatif par rapport à la direction et la stratégie que vous donnez à votre boîte. Vous donnez l'exemple de on a un cycle de vente qui est trop long par rapport à notre panier moyen, on doit aller sur des comptes qui sont plus gros, potentiellement des comptes sur de l'enterprise, sur du mid-market, où il y a souvent des appels d'offres et ça, on ne sait pas faire aujourd'hui. Et de se donner aussi un objectif quantitatif sur, une première période de temps où, c'est un objectif à la fois de nombre de partenaires, un peu de qualité que je peux avoir et aussi de conversion de ces partenaires en, on va dire, opportunités, voire chiffre d'affaires. IPP, donc qui est un peu, le versant de l'ICP, mais pour les partenaires. Donc c'est quoi mon type de partenaire idéal pour justement aller atteindre ces objectifs? La value propre que je peux mettre en avant, c'est qu'est-ce que j'apporte moi à mes partenaires, qui fait qu'ils vont vraiment, se dire: «OK, c'est intéressant de bosser avec cette boîte», même si c'est une petite boîte, même si c'est pas, une boîte qui, tape exactement toute ma cible de clients. Et segmentation, c'est quoi un peu le type de partenaire que je peux viser et comment je vais les adresser différemment? Est-ce que c'est de l'affiliation très transactionnelle ou est-ce que c'est en revanche quasiment du bundle d'offres? Parce qu'on est sur un partenariat très intégré, c'est partenaire hyper premium. On passe sur le point Exactement. 2, Nicolas, l'onboarding interne? On y va. Ouais, ça, je l'ai mentionné et je le mentionne, tout le temps, pour 2 parties. Parce que l'onboarding interne, pourquoi? D'abord, c'est embarquer ton CEO, ton CTO, en fait, embarquer l'ensemble de la boîte dans cette stratégie de partenariat. Parce que forcément, c'est des ressources, c'est du temps, et il faut avoir le support, du de l'équipe dirigeante et des C-level pour foncer et que ça soit payant sur le long terme. Ça, c'est un premier point. Donc après, évidemment, si on s'adresse aujourd'hui à des founders et tout, bon, normalement, ça devrait être facile de vous convaincre vous-même de lancer le truc. Mais sinon, voilà, validez bien en profondeur la stratégie avec votre CEO, votre CTO ou votre Chief Revenue Officer. Ça, c'est la partie 1. Et ensuite, onboarding interne, pourquoi? C'est parce que le partenariat, ça va avoir un impact sur toutes les parties prenantes de la boîte. On dit souvent que c'est un peu le cul entre deux chaises, entre le marketing et le sales, le partenariat, hein. Du coup, on sait que ça va avoir un impact sur le marketing, sur les sales, sur les CSM, potentiellement sur le product, sur l'équipe tech et tout ça.
Donc, il va falloir que la personne qui s'occupe de ce programme de partenariat définisse des process, les expose et se aligner avec tout l'ensemble des parties prenantes de la boîte sur ces process. Donc, je donne des exemples tout bêtes, mais ça va être quand il y a un lead qui rentre par un partenaire, comment on le traite. Donc ça, c'est pour la partie sales. Quand il y a un renouvellement à faire, est-ce que c'est le partenaire qui le fait? Est-ce que c'est l'équipe CSM interne qui le fait? Ensuite, il va y avoir la partie marketing. On veut développer des co-webinaires, faire des actions, faire des bundles, faire des offres communes, etc. Qui c'est qui s'en occupe, à quel moment et quel est le process pour que le marketing monte en puissance sur ce sujet-là. Bon, en fait, il faut définir un peu tous ces process et bien embarquer tout le monde pour être sûr que la boîte fonctionne dans le même sens et puisse pousser ce programme de partenariat pour pas qu'il reste un peu tout seul dans son coin. Ouais, Voilà. complètement aligné, tu vois, je transpose avec ce qu'on peut faire parce qu'il se trouve que chez nous, la vente partenariale est en gros un tiers de notre acquisition sur le B2B. Donc on travaille avec des sociétés B2B qu'on va accélérer commercialement. Un tiers des deals qu'on signe viennent de partenaires. Et en fait, moi, en tant que CEO, c'est ma responsabilité sur des partenaires qu'on juge comme étant tailleur 1, donc prioritaire, d'aller les rencontrer en physique. Il n'y a aucun partenaire qu'on a aujourd'hui qui sont des partenaires en premium que moi, j'ai pas rencontré en physique avant que on décide d'y aller et d'avancer ensemble. Donc ce qui renvoie à ton point de faut onboarder le top management là-dessus. Donc du coup, je poste aussi de temps en temps sur LinkedIn pour des partenaires, en mentionnant des partenaires, en les mettant en avant, hem, pour que évidemment la visibilité, faut travailler sur la visibilité, soit fait des 2 côtés. Et le dernier exemple concret, c'est que pour nos partenaires premium, on a un peu adapté le service pour les intégrer. Donc on commence à intégrer des partenaires dans des bundles d'offres, qu'on va pousser, qu'on va quasiment co-prospecter, ensemble. Nous, on le fait. Pour information, des boîtes beaucoup plus grosses que nous le font. Je discutais récemment avec le patron d'HubSpot en France. C'est ce que HubSpot a fait aussi récemment, de co-prospecter des comptes avec des partenaires services, des partenaires intégrateurs, mais avec une offre et un pitch vraiment de bundle d'offres. Même des sociétés beaucoup plus grosses que nous ont aussi cette approche-là. Du coup, d'où l'intérêt d'onboarder vraiment tout le monde en interne quand tu as défini ses objectifs et des process clairs pour tout le monde, quoi. On passe sur le 3, sur le choix des outils. Ouais. Ouais, rapidement, parce que les outils, c'est pas une fin en soi, mais bon, ça peut être utile. Du coup, on a parlé, moi je vois 2 trucs, c'est quand on commence peut-être à démarcher des partenaires, en fait, à construire un peu son réseau de partenaires, on peut utiliser un Google Sheet, un Notion. Moi, je recommanderais l'utilisation quand même d'un petit CRM ou d'un petit outil qui va nous permettre tout simplement de suivre nos conversations, de suivre, d'avoir des rappels, et cetera. Donc rester en mode un peu low cost, en tout cas au début, pour pouvoir suivre tout simplement les échanges que vous avez avec les gens, hein. C'est tout bête, et puis noter les opportunités qui arrivent, etc. Et après, il existe, on peut le mentionner parce que c'est quand même intéressant, il existe des grosses plateformes, hein, qui sont des PRM, donc des Partner Relationship Management plateformes, donc l'équivalent du CRM pour les partenaires. Et donc là, on peut citer quelques noms. Il y a Reveal en France qui fait ça. C'est plutôt des grosses plateformes qui vous permettent de croiser carrément en fait les pipes avec vos partenaires, d'aller multiplier les échanges sur différentes opportunités. Donc plutôt à un stade très avancé, hein, dans le programme de partenariat. Ça reste intéressant de le connaître parce que ça permet aussi de partager des ressources, etc. Donc de monter en puissance une fois qu'on atteint un certain niveau sur le programme de partenariat. Il y en a plein d'autres aux US parce qu'ils sont un petit peu en avance, un peu comme d'habitude. Mais je peux citer PartnerStack ou Crossbeam qui sont des plateformes très très avancées là-bas. Et c'est toujours intéressant d'aller regarder ce qu'ils font parce qu'ils ont aussi beaucoup de ressources et ils publient pas mal de contenu. Ils sont toujours un petit peu en avance des US sur le channel, sur le partnership et tout. Donc ils ont plein de trucs et on peut s'en inspirer de manière assez facile. Et puis c'est très pertinent ce qu'ils proposent quand même. Voilà, pour les outils, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps. Je dirais juste pour résumer, pensez à avoir un petit truc pour faire son suivi parce que sinon on est vite perdu, quoi. Et ouais, je reviens sur ce que tu disais sur le suivi, vous pouvez parfaitement le faire sur votre CRM actuel. Vous créez un pipeline, qui est différent du pipe, existant qui s'appelle, indirect selling ou channel ou ce que vous voulez, et vous adaptez le stage de votre pipeline, pardon pour le franglais, donc les étapes de votre pipe à, plus un process de vente, indirect, et vous pouvez parfaitement le monitorer, via ça. Moi, Heu, en fait, pour pareil, très concret, moi j'avais 2 pipes. J'avais un pipe pour chasser mes partenaires, donc pareil, qui est un pipe de vente, et un pipe pour faire du suivi, qui est plus un pipe type customer success, dans lequel on fait du suivi et puis du suivi des opportunités, quoi. Très bonne remarque.
4, on s'est mis le plan de communication. Ça, on s'est dit qu'on allait passer assez vite parce que c'était plutôt évident. J'ajoute quand même, un point là-dessus qui est intéressant parce que ça fait écho à ce que tu disais sur, les États-Unis et le fait que les États-Unis soient plus en avance sur le modèle de vente indirecte. Alors le but, c'est pas de dire que les États-Unis, c'est incroyable en tant que tel, ça n'aurait pas grande réflexion et c'est plutôt dire qu'en fait, aux États-Unis, vous avez un modèle de, freelance commerciaux qui est beaucoup plus prononcé qu'en France et donc en fait, c'est toute une masse de commerciaux qui, soit full-time, soit part-time en plus de leur job, on va dire, CDI, classique, vont faire de la vente, en plus et en indépendant. Et en fait, historiquement, les États-Unis ont un modèle de vente indirecte qui est plus développé aussi grâce à ça. Donc dans votre plan de communication, pourquoi je vous parle de ça? Ça peut être intéressant d'aller cibler des gens qui sont freelance commerciaux pour leur faire connaître le fait que vous avez développé du partenariat. Alors généralement, c'est du partenariat peut-être pas premium tailleur 1 puisque c'est des Mmh. indépendants, mais où vous allez, pouvoir leur proposer un modèle de rémunération, qui est intéressant et donc avoir une première communauté de partenaires. Allez, je vois qu'on avait une question, c'est: que pensez-vous des partenaires qui demandent une exclusivité ou semi-exclusivité? C'est une bonne question. Alors, sans trop d'éléments de contexte, parce que Mmh. typiquement, tu vois, est-ce que ton exclusivité, est liée au fait que tu as un bundle d'offres, ou un apport de techno, de services ou et cetera? Parce que ça rentre quand même beaucoup dans la discussion. Hem, Ça, moi, j'aurais tendance à dire que le partenaire qui te demande une exclusivité, qui n'est pas conscrite, c'est-à-dire où tu as un territoire commercial, un scope d'offres bien délimité et qui ne représente pas 80 de ce que tu fais. Ça, si tu as quelqu'un qui te demande autre chose que ça, mais un partenariat très général et exclusif, faut beaucoup se méfier. Tu es aligné, là-dessus, Nicolas, ou tu as une vision un peu différente? Bah, ouais, complètement. Puis, en fait, ça vient peut-être dans un deuxième temps pour moi parce qu'avant, il faut prouver qu'il y a un vrai enfin, tu peux pas signer une exclusivité, c'est un vrai risque et heu et puis tu t'engages vraiment de manière super forte et il faut qu'il y ait un volume d'affaires qui soit justifié, quoi. Pour moi, c'est ça. Moi, je l'ai rencontré qu'une fois dans ma carrière où on me l'a imposé, c'est parce qu'en fait, j'avais pris un partenaire revendeur qui permettait, d'aller accéder sur un marché, étranger. C'était au Vietnam, pour être très précis et du coup, là, en fait, il y avait un investissement tel de la part du partenaire qui voulait une exclusivité et ça paraissait logique, en fait, donc voilà, toujours mesurer si ça paraît logique. Semi-exclusivité, je vois pas trop, ce que ça peut vouloir dire. C'est peut-être sur un scope très restreint d'offres ou de cibles clients, je sais pas. Marion, je sais pas si tu peux préciser, semi-exclusivité? En excluant certains concurrents, d'accord, OK. Donc en fait, Ouais, tu OK. circonscris le territoire commercial, et tu enlèves, certains concurrents. Ça, à partir du moment, comme le disait Nicolas, où tu es circonscrit sur ton territoire commercial, et sur le scope d'offres sur lequel ça porte, ça peut s'entendre d'avoir une exclusivité ou une semi-exclusivité. Dès lors que tu es sur un scope qui est peu circonscrit et qui potentiellement représente, 40, 50, 60, 80 de ton activité, gros warning. Alors ça peut pas être évident de le dire, on a quand même eu un exemple d'un client, chez Akimbo, d'une très belle agence, qui avait un partenariat d'exclusivité avec un fournisseur de technologie. C'était une agence, service IT. Un jour, le partenaire, en l'occurrence, a retiré l'accord, sans raison et quasiment littéralement du jour au lendemain, ne respectant pas le contrat de partenariat qu'il y avait. Du coup, du jour au lendemain, le partenaire ne peut plus utiliser cette marque qui pourtant est dans beaucoup des deals qu'ils ont en pipe. Donc ça arrive, ce genre de situation où des boîtes ont consenti à un partenariat exclusif, et où le partenaire unilatéralement, décide de le casser et vous met dans une situation qui est, extrêmement problématique. Hem, donc faites bien, bien attention à ça. C'est assez tricky comme sujet. Ouais, il nous reste encore 3 étapes, donc il faut qu'on speed un peu. Recherche de partenaires, Allons-y. onboarding, formation et suivi animation. Sur la recherche de partenaires, qu'est-ce que tu voulais nous partager là-dessus, Nicolas? Ben en fait, tu l'as dit un peu au début, je crois, mais en citant l'exemple d'Aircall, mais voir ça vraiment comme de la vente. C'est-à-dire que, pour moi, on a défini nos IPP, on l'a dit et du coup, on va utiliser vraiment les mêmes techniques qu'on a, dans la vente, B2B. C'est-à-dire qu'on va se planifier, un tunnel de vente, faire de la prospection, du messaging, de l'outreach et cetera et ensuite utiliser toutes les techniques, de closing, qu'on peut enseigner, chez Akimbo ou qu'on peut avoir appris ailleurs pour, justement suivre son tunnel de vente et aller, vraiment voir ça comme, une activité de vendeur. C'est-à-dire que je vais travailler mes objections, je vais travailler mon closing, je vais aller, sourcer de leads, sur LinkedIn, je vais aller faire du mailing et cetera. Donc on a une approche très similaire à une prospection commerciale, mais en ayant quand même en tête cette approche de partenariat
Donc, on n'est pas là pour vendre quelque chose, on est là pour construire quelque chose. Donc, c'est plutôt dans le discours et l'histoire qu'on va raconter, la value proposition qu'on va exprimer, que ça va être un petit peu différent, mais l'approche et les outils, en fait, et les techniques sont vraiment très similaires. Et donc, j'incite vraiment à se dire, en fait, je vais faire de la vente, je vais aller chercher des partenaires, en mode, je vais prospecter et je vais aller closer des partenaires. Voilà, c'est ça que je voulais dire par ça. Parce que c'est important. Et du coup, on a un playbook de chasse aux partenaires. Moi, j'avais implémenté ça pour les différents pays qu'on adressait chez nos CRM. Et c'est hyper utile aussi de le penser comme ça, en termes de ressources aussi pour les gens qui s'en occupent. Je fais une précision par rapport à ceux qui sont plus à l'étape early stage ou même qui ont peut-être 2-3 partenaires dans l'audience. Au début, le syndrome qu'on peut avoir, c'est d'essayer de formaliser beaucoup de choses, convention de partenariat, et cetera, et de vouloir en faire 10. La manière dont, soit chez Akimbo et sur la première boîte où on avait structuré les partenariats, c'était de faire très simple. C'est-à-dire que les gens qui sont commerciaux, donc l'entrepreneur ou le directeur commercial ou les commerciaux, ont maximum 3 partenaires qu'ils peuvent loquer eux-mêmes. C'est des gens qui vendent au même cible que vous, c'est des gens avec lesquels vous avez un bon intuitu personnel, c'est-à-dire que humainement vous connectez bien. Et c'est des gens qui, à très court terme, donc à horizon 1 semaine, quand vous vous rencontrez, sont capables de vous apporter quelque chose et réciproquement, vous pouvez apporter quelque chose. L'idéal, c'est une porte claire sur laquelle vous pouvez faire une intro, ou à minima, c'est 1 ou 2 comptes sur lesquels vous pouvez passer de l'info et ils vont arriver à cranter un et un. Si vous ne respectez pas là, ces 3 critères-là, quand vous démarrez tout juste les partenariats, vous avez de grandes chances de vous lancer dans un truc qui ne va pas vraiment avoir d'impact, au début, qui va être trop gros à maintenir, que vous n'allez pas réussir à suivre et qui va pas être très sympa avec vous pour vous parce que vous n'avez pas le fit humain, avec la personne. Mais non, à chaque fois, on est parti de cette règle-là, 3 maximum par commerciaux, des gens que tu aimes bien, qui vendent au même cible que nous, sur lesquels tu es capable d'apporter, si tu prends ton pipe, quelque chose là à horizon 1 semaine. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas un partenaire. Démarrons avec ces 3 là et ensuite on scale et à chaque fois, c'est plutôt la formule qui a marché, sans passer à 200 partenaires, mais au moins déjà des 3 premiers partenaires engagés. Ça te permet de tester ton approche et ton discours un peu pour tester ta proposition de valeur auprès des partenaires. Donc, c'est Après, toujours malin de commencer par le réseau et puis ensuite pour scaler le truc, quoi. il nous reste 2 points, onboarding, formation et suivi animation. Vas-y, je te laisse prendre la main et pareil, j'ajouterai peut-être un ou 2 trucs. Mais pareil, un onboarding formation, moi je les considère vraiment comme si on doit onboarder un sales, parce qu'en fait ton partenaire revendeur, surtout dans les tiers 1, donc tes partenaires, on va dire premium, ils doivent être en capacité de parler de ton produit, ils doivent connaître parfaitement la valeur ou l'impact que va avoir ton produit plus leur service ou ton produit plus leur produit. En tout cas, ils doivent être capables en fait de parler un peu de ta solution pratiquement comme un de tes sales. Et donc, j'ai envie de dire l'onboarding, tu dois être en capacité de les rendre autonomes sur la partie, je vais vendre Akimbo, où je vais vendre nos CRM. Donc, c'est une formation produit, c'est une formation sur le discours commercial et pratiquement un accès complet à tout ton sales playbook. Donc, j'ai envie tu vois, de le lier un peu à un onboarding d'un de tes sales, quoi. Si tu recrutes un sales, tu as envie qu'il soit efficace, qu'est-ce que tu lui donnes comme matière? Comment tu le formes? Et ben, c'est un peu pareil avec tes partenaires premium. Complètement. Pour te donner une illustration de ça, on travaille avec une société en cybersécurité. Ses partenaires, les nouveaux partenaires signés, donc qui cochent ces cases de bon institut personnel, même cible, et cetera. Il y a un des sales qui a, un programme d'enablement et il va les voir 2 fois en présentiel, pour faire un peu une sorte de jury d'évaluation d'à quel point le partenaire maîtrise bien les offres, la cible, et cetera. Aussi pour, alimenter la relation humaine, évidemment. Donc pour vous dire jusqu'à quel point ça peut aller. Quand c'est plus de l'affiliation du cours, bah, c'est de la formation, online et peut-être, un petit quiz, un petit test à la fin pour vérifier que vos partenaires d'affiliation, ils sont pas au même niveau évidemment que des partenaires premium, mais ils ont quand même une compréhension minimale de vos offres. C'est ça, puis du coup, tu leur mets des ressources à disposition. Exactement. Ça a l'importance de bien différencier les différents segments et ce que tu vas mettre en place pour chacun des segments sur cette partie onboarding, ouais. Et il nous reste suivi et animation. Bah, suivi animation, tu l'as dit beaucoup et en fait, si on peut le résumer, en fait, tu vas passer beaucoup de temps à suivre et animer tes partenaires, premium. Donc tu as une fonction, presque c'est le partner manager qui va faire ça ou si tu es dans une petite structure, ça va être le founder ou le sales qui s'occupe un peu de partenaires. Et là, on a une sorte de fonctionnement de management un peu transverse, sans fonction hiérarchique, puisque tu dois suivre, animer ton partenaire, à l'inciter à vendre pour toi ou à t'apporter du lead ou à faire des actions qui vont
faire grandir en fait les deux boîtes. Comment tu fais ça? Tu l'as mentionné beaucoup, c'est du rapport humain. Donc là, c'est une partie très, très importante du job de partner manager, je trouve, d'animer, de faire du suivi, du contact humain, du contact informel, voilà, des invités au resto, faire des bouffes, les inviter à des événements. Donc on voit ça se développer beaucoup dans les grosses relations de gros éditeurs de logiciels avec leur channel. C'est quelque chose qui est très connu et puis qui existe depuis très longtemps. Mais ça se fait aussi et ça se développe aussi sur un univers un peu plus petit. On peut être une petite boîte et lancer ça. Et l'aspect humain va être super important parce que voilà, des boîtes de services, par exemple, qui vont recommander tel ou tel logiciel, c'est l'aspect humain qui va jouer à un moment. Évidemment, il y a le fit produit, il y a l'impact produit qu'il y a à la fin sur son client final, mais c'est aussi l'aspect humain avec la personne. Et c'est pour ça aussi, je le mentionne hyper vite, mais que tu as les channel managers aux US, c'est des postes hyper bien payés et dans lesquels les boîtes font tout pour garder ces mecs ou ces nanas dans leur boîte parce que c'est des rôles cruciaux en fait. C'est l'humain qui compte et du coup, ils veulent pas les perdre et du coup, ils les payent super bien et ils les incitent à rester très longtemps et c'est des gens qui restent 5-6 ans dans leur poste, même plus. Voilà, donc Ouais, l'aspect humain, le suivi, c'est l'aspect humain et après, c'est des techniques un peu de management, d'animation, mais c'est plutôt de l'aspect humain et ensuite une mise en place de suivi un peu régulier, quoi. et donc pareil pour ceux qui sont, plus, au début ou on va dire, ouais, au début du chemin sur la vente partenariale, quelque chose que je faisais avant et que là qu'on va relancer chez nous, c'est de faire un dîner mensuel avec tous les partenaires. Bon, on en a pas 200, en l'occurrence, ça va concerner une dizaine de personnes et de faire un dîner, là, il se trouve qu'on le fera dans les bureaux, où vous faites rencontrer les gens, vous le faites chaque mois, donc vous le placez dans votre agenda, vous envoyez les invitations à tous ceux que vous avez déjà comme partenaires et les nouveaux, bah, vous les mettez dans ce rituel-là. Hem Ou vous simplement vous développez la relation humaine et vous avez un vrai boulot aussi d'animation à faire sur aller regarder les relations de ces différentes personnes qui sont vos partenaires et potentiellement aider vos partenaires à connecter entre eux. Puisqu'a priori, bah, vous vendez tous aux mêmes cibles. Donc même vous, vous pouvez aider vos partenaires entre eux à s'apporter du deal. Et faire ça, vous verrez, vous renforcez encore davantage la relation avec vos partenaires. Et comme tu l'as très bien dit, Nicolas, ce qui fait qu'ils penseront à vous, c'est le fait qu'il y a ce délai mensuel, il y a peut-être un point de pipe toutes les 2 semaines de 30 minutes assez court, où chacun passe sur un peu les actualités business du pipe, et se partage de l'information et avoir ces rituels-là, bah, les gens pensent à vous et donc ils pensent notamment à vous quand il y a un sujet qui de près ou de loin peut vous concerner et donc ils vous poussent plus facilement. On est passé sur les Exactement. 7 points de la méthode, un peu plus long que prévu, mais il nous reste quand même encore du temps pour ceux qui seraient chauds de venir, on stage nous parler des challenges que vous avez sur la vente partenariale, des questions que vous vous posez. Alors je dis on stage, si vous préférez ne pas venir on stage et poser vos questions, dans Ouais, le dans le chat, chat. allez-y, je ne vais pas forcer les gens à venir, surtout si certains ont pris froid avec, ce changement de température, classique de début novembre. Si certains veulent monter un stage avec plaisir, sinon on vous laisse, partager vos questions dans le chat, en espérant qu'on sera utile et pertinent. Ouais, Et pas de là où questions. il y a pas de questions et personne ne veut venir on stage. Si vous n'avez Pas pas de eu assez de questions, café. faites-nous, ouais, faites-nous un feedback, sur le webinaire, à ce qu'on vient de partager en termes de méthode et si potentiellement ça répond, ou pas. Peut-être que ça répond pas à des questions que vous aviez, qui ont fait que vous êtes inscrit sur le webinaire aujourd'hui. En attendant, peut-être qu'il y ait, ouais, n'hésitez pas à poster, hein, ou des questions qu'on n'a pas abordées, ouais, ce serait intéressant pour nous qu'on puisse, compléter aussi la méthode et moi je voulais donner un petit tips en fait, que j'ai vécu, moi j'ai utilisé la vente partenariale dans quasiment toutes mes aventures et le truc que j'en tire tout le temps, c'est que ça prend du temps, quand même et en fait, c'est pas parce qu'on se décide de partir maintenant sur une, stratégie de partenariat et machin, on peut pas se dire: «Bah, là, je vais générer, 50 000 € d'ici la fin de l'année, sur du partenariat». Non, c'est une stratégie vraiment long terme, un peu comme de l'inbound quand on commence à créer du contenu ou à poster sur LinkedIn ou quoi. Il faut voir ça vraiment comme un investissement sur du long terme. Ça va payer, mais pas tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un retour d'expérience que je voulais partager parce que souvent on se dit: «Beh, on veut que ça paye tout de suite ou dans 6 mois ou autre» et c'est pas vrai, c'est pas la réalité de la vente partenariat. Il y a des quick wins, ça c'est possible, si c'est bien ciblé et tout, mais par contre, pour que ça paye vraiment et que ça soit une stratégie efficace, il faut être patient, quoi.
Ouais, en effet, c'est ouais, quand, je sais pas pour certains qui ont vu ce graphique-là, quand on analyse les différentes sources, d'acquisition sur du B2B, et certaines sont très courtes. Je pense à de la prospection qui a le mérite de pouvoir soulever des opportes à très court terme. D'autres sont potentiellement, longues, voire très longues et le Nirvana de la vente partenariale est plutôt, sur potentiellement des deals qui sont plus gros en termes de panier moyen, mais qui sont aussi plus longs. Enfin, c'est un canal qui est plus long à aller activer. Hem, Même si, en disant ça, je nuance mon propos parce que, je prends notre exemple. On a pu activer, les partenaires, générer du pipe et closer des premiers deals, en fait, assez vite. Je suis en train de penser à notre premier partenaire qui est, enfin, un de nos premiers partenaires qui est 3i Financement. En gros, une boîte qui aide des sociétés à, activer des solutions de financement non dilutifs. Donc ça a été notre premier partenaire que nous, on a signé. Au moment où on a démarré le partenariat avec eux et le premier client qu'on a signé, je pense que c'est passé moins de 3 mois. Et c'était, un beau deal, en termes de panier moyen, de durée de cycle de vente. Donc ça peut aller relativement vite, c'est que d'arriver à le scaler comme étant une grosse source de revenus, oui, là ça prend du temps. Voilà. Mais c'est vrai que tu as quand même c'est cool ce que tu dis parce que tu as quand même cet aspect quick win. Si tu cibles bien un partenaire et que, bah, tu peux avoir un bon fit et que ça se passe, relativement vite pour signer un premier deal quand même. Ouais, et du Il y a coup, Marion qui met une question, je t'interromps, sorry François, elle dit: «J'ai du mal à animer les choses en regroupe tout le monde car ils sont concurrents». Je pense qu'on en revient à ton histoire de confidentialité, enfin, semi-exclusivité. Du coup, tes partenaires vendent la même chose ou je sais pas, des boîtes de conseil, je sais pas c'est dans quel domaine, mais du coup, l'animation, regroupée est un peu compliquée parce qu'ils sont concurrents, quoi. tu as des concurrents frontaux, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué de les rassembler dans une seule et même pièce. Après, tu peux avoir des concurrents qui se rencontrent, ayant bossé aux États-Unis où la règle, c'est tu rencontres tes concurrents et tu les rencontres idéalement sur une base régulière, trimestrielle, voire dans les plus énervés, mensuels. Hem, je nuance un peu le sujet, mais s'ils sont vraiment concurrents frontaux et que ça leur pose un problème, dans ces cas-là, tu auras du mal à faire de l'animation collective, soit faire des sous-groupes, mais c'est devient un peu plus compliqué. En revanche, de, quand même faire de l'animation, one to one ou en groupe de 2 ou en groupe de 3 sur ceux qui sont peut-être moins concurrents ou qui sont plus OK de rencontrer des concurrents. Ça, je pense que c'est intéressant. Le principe à garder derrière, c'est, un truc qu'on a beaucoup oublié avec le covid, la vente à distance, c'est qu'en fait, les gens, vos clients comme vos partenaires, vous poussent, vous choisissent, et cetera, parce que vous avez réussi à développer une relation humaine et ça se fait quand même beaucoup en présentiel. Pouvez-vous préciser les techniques d'animation de la relation partenaire? Hem, Ça, c'est une bonne question. Parce que là, on pourrait faire un webinaire entièrement sur la manière d'animer tes partenaires et ton réseau de partenaires. C'est potentiellement un gros sujet. Tu as des choses qui sont plus ou moins valables. Heu, je prends l'exemple de la cybersécurité. Tu as des enjeux évidents en cybersécurité de, RGPD, de confidentialité aussi vis-à-vis des clients qui font que ton animation de partenaire est très différente. Là où tu as des industries dans lesquelles tu as moins ces contraintes-là. Hem Et donc, je peux te faire une réponse très, très longue, mais en faisant très, très court. Préciser les techniques d'animation de la relation partenaire, c'est globalement, les différents dispositifs que tu peux faire et que tu peux arriver à tenir vu ta bande passante pour créer et développer une bonne relation, humaine et commerciale. Humaine, c'est dîner dont on parlait, par exemple. Commercial, c'est les points de pipe, toutes les 2 semaines de 30 minutes où tu te partages de l'information, des intros potentiellement sur des opportunités, et cetera. Et tu as une autre bonne pratique, bon, toujours remettre l'humain, un peu au cœur, hein, évidemment, développer la relation humaine, donc des rencontres formelles et informelles et heu et moi, j'aime bien aussi pousser une sorte de plan d'action mutuel. C'est quelque chose qu'on fait dans la vente, mais tu peux te mettre d'accord avec tes partenaires sur une sorte de feuille de route, et tu te sers, en fait, de cette feuille de route. Ça peut être un Google Sheet, un Google Drive ou d'autres outils sur lesquels tu as des actions et des trucs, réguliers de points et puis d'actions, à faire, par chacun. Et en fait, ce document ou cette feuille de route va te permettre d'animer, en fait, de te mettre d'accord en amont sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble, en termes d'action, et ensuite bah, d'utiliser ce document comme une feuille de route au quotidien ou mensuellement pour justement faire avancer ces actions. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Hem, ouais, et je vais vous partager un exemple, pour que vous puissiez voir pour ceux qui sont peut-être, qui ont moins souvent entendu parler du plan d'action mutuelle, ce à quoi ça peut ressembler. Tac, si.
j'arrive à partager mon écran, ce qui devrait être le cas. Tac. Voilà, ce qu'on appelle un plan d'action mutuelle. C'est, en fait un document qui va centraliser, le pourquoi du partenariat, le scope du partenariat, les objectifs qu'on se donne, à atteindre et concrètement le suivi, des transacts et des deals qui sont issus du partenariat et des personnes qui sont impliquées. C'est un exemple, vous pouvez le formaliser un peu différemment, mais c'est, schématiquement ce à quoi va ressembler un plan d'action mutuelle avec un partenaire. OK. Tac. Super, Il bah, avec est plaisir, il je est note. 20. Ce sont des LMS, dit Marion Rouillard. Oui, donc toi, tes partenaires, c'est potentiellement des gens qui font de la formation et qui sont concurrents entre eux sur de la formation? C'est ça, sur la création de modules de formation? C'est carrément les plateformes LMS, je crois, elle dit, Pardon, oui, c'est des LMS, autant pour moi. qui sont tous concurrents, Ouais. c'est les mêmes plateformes et ils te demandent l'exclusivité, OK, ouais. Bah, en fait, à voir si, tu vois, tu as pas un coup à jouer sur, certes, mes partenaires sont tous des providers de solutions LMS, mais est-ce que, ils attaquent pas des cibles, des industries et cetera qui sont différentes entre un, 360 learning et un acteur, qui va plus sur du SMB? Est-ce que j'ai pas un truc à jouer à avoir peut-être un partenaire important par, type d'industrie, taille de compte, géographie et comme ça j'en ai 3-4 et pas 50 et ces 3-4 là, j'arrive davantage à développer la relation et donc le business, issu des partenaires. Peut-être un truc à jouer là-dessus. Il est 21. Alors, on peut en prendre une dernière, sinon on s'arrête là. Je vous laisse me dire dans le chat. Fournisseur LMS parmi nous. Peut-être qu'il y a des gens de 360 Learning. On se prend une dernière question, alors on s'arrête maintenant. Peut-être 3, 2, 1, 0. OK. On Faut est aller peut-être prendre le bon? café. Faut aller Carrément. prendre le café. Et ben écoutez, on s'arrête